Que se passe-t-il entre la Russie et les États-Unis? Ces discussions interminables entre Kirill Dmitriev et Steve Witkoff. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce cycle de négociations entre les États-Unis et la Russie? Voyez-vous un espoir qu'ils parviennent réellement à quelque chose cette fois-ci? Rien de nouveau dans les discussions entre Kirill Dmitriev et la partie américaine. Plaçons simplement cela dans un contexte plus large. Le contexte, c'est Davos, mais c'est en réalité un symbole de la guerre entre les ressources en capital des deux camps dans cette lutte internationale et mondiale. Il y a une guerre du capital, et j'y reviendrai dans un instant, car le président Poutine avait été très clair dès 2001 lorsqu'il a rencontré George W. Bush en décrivant la situation comme une guerre entre le capital juif et le capital islamique. J'y reviendrai dans un instant. Il existe une guerre entre le capital de la Russie et celui du reste du monde, en particulier des États-Unis et de l'Europe. Et dans cette guerre, Kirill Dmitriev représente le Fonds russe d'investissement direct, qui est un pygmée. Un pygmée représentant environ 10 milliards de dollars, contre les véritables réserves de capitaux de la Norvège qui s'élèvent à 1,8 billion de dollars. Nous parlons ici des fonds souverains. Dans ce monde du capital, symboliquement représenté à Davos, Dmitriev est un pygmée. La Chine, la Norvège, je regarde mon graphique ici, les Émirats arabes unis, le Koweït, eux, se situent au niveau du billion de dollars. Dmitriev représente 10 milliards. 10 milliards. Mais le véritable capital de la Russie reste exactement le même qu'au moment où le président Poutine est arrivé au pouvoir. Ce sont les oligarques. Et les oligarques contrôlent un capital qui est essentiellement resté à l'étranger. Et comme l'a appelé le président Poutine en 2001, le capital juif. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, c'est que nous avons une guerre maritime, une guerre pour le contrôle du commerce mondial, dont le Groenland constitue une partie importante, mais encore modeste. C'est un élément clé pour savoir qui contrôle la route commerciale de l'Arctique. Alors que les Britanniques contrôlent le détroit de Gibraltar à l'entrée de la Méditerranée, les États-Unis prévoient de contrôler Suez, le détroit d'Ormuz et la mer Rouge en alliance avec Israël. Les États-Unis visent également à contrôler Panama, comme nous le savons déjà, ainsi que le détroit de Malacca entre les océans Pacifique et Indien. On pourrait continuer encore longtemps. Et nous pourrons revenir sur la guerre maritime, car dans cette guerre, la Grande-Bretagne, l'Italie et les États baltes sont tous alignés avec les États-Unis pour attaquer les pétroliers russes. Et nous reviendrons dans un instant sur ce que fait la Russie. Ce sont les deux lignes fondamentales de la guerre, en plus de la guerre terrestre en Ukraine. Maintenant, de quelle manière M. Dmitriev, représentant le capital pygmée, mais en réalité les intérêts oligarchiques en Russie, représente-t-il la capacité de négocier les conditions de la guerre terrestre, qui est menée par l'état-major et les services de renseignement, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères? Le fait-il? Le peut-il? Non. La réponse est non. De l'autre côté, il y a Stephen Witkoff, Jared Kushner et d'autres qui représentent le capital américain et le capital mondial. Et discutent-ils des conditions pour mettre fin à la guerre terrestre? Bien sûr que non. Ils essayent de trouver un moyen de contrôler le capital russe pour des objectifs que le président Trump et les Européens partagent. Je ne cesse de souligner, comme nous l'avons déjà dit, que l'idée d'une division entre l'Europe et les États-Unis sur ces questions fondamentales est exagérée. L'Europe et les États-Unis sont unis dans leur attaque contre la Russie, sur le terrain, sur le champ de bataille ukrainien et dans d'autres théâtres en direction du nord, vers l'Arctique. Alors, quel est le prétexte? C'est le prétexte du pygmée qui veut négocier les conditions de la fin de la guerre terrestre.
C'est un prétexte, cela ne réussira pas à résoudre les problèmes fondamentaux, car Dmitriev représente une force au sein de la Russie qui veut déjà reprendre les affaires comme avant et devenir dépendante dans cette guerre, non indépendante. John, penses-tu que, enfin, tu as mentionné que l'Europe et les États-Unis sont tous deux impliqués en Ukraine et qu'ils poursuivent le même type de politique. Mais lorsqu'il s'agit du Groenland, on ne peut pas vraiment ignorer les différences entre les États-Unis et les Européens. Dans quelle mesure cela représente-t-il une menace pour l'avenir de l'OTAN? Eh bien, commençons par les bases. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, vient de faire son bilan annuel de la situation diplomatique et du parcours de la Russie. Et il a tenté d'affirmer que la Russie n'est pas menacée par le Groenland et ne le menace pas. De même pour les Chinois. Mais ce n'est pas la perception des États-Unis et de l'Europe réunis. Le Groenland est la clé du contrôle à long terme de la route de transport arctique, ou de la route du Nord, comme on l'appelle en Russie. Tant que le ministère des Affaires étrangères et le Kremlin ne reconnaîtront pas ouvertement ce qui est évident, il s'agit d'une attaque sur un nouveau champ de bataille qui menace la Russie. Et lorsque M. Lavrov déclare « Nous allons rester en retrait et observer sans chercher à menacer ni à participer à la dispute entre les Européens, le Danemark et les États-Unis », cela revient simplement à dire que la Russie croise les doigts pour que la division d'opinion actuellement exprimée au sujet du Groenland entre les Européens et les États-Unis lui profite à long terme. C'est un vœu pieux, entièrement un vœu pieux. La publicité dont vous parlez est totalement exagérée. Oui, les Groenlandais eux-mêmes veulent leur indépendance vis-à-vis du Danemark, de l'Union européenne et des États-Unis. Ils la veulent évidemment, et ils l'expriment avec éloquence et clarté. Ils veulent pouvoir déterminer eux-mêmes leur avenir. Mais dans quel monde pensent-ils fonctionner? Évidemment, ils comprennent que les États-Unis vont certainement utiliser le Groenland comme base militaire pour étendre leur puissance dans l'Arctique et menacer la Russie. C'est l'inverse. Tant que la Russie ne dit pas que c'est ce qui se passe, c'est une illusion, d'accord? Deuxièmement, la Russie peut-elle tirer un quelconque avantage de la querelle médiatique entre les Européens, les Danois et les États-Unis sur cette question? Non, elle ne le peut pas. Et les Chinois non plus. Les Russes et les Chinois sont aussi faibles sur le plan rhétorique dans cet argument qu'ils l'étaient sur le Venezuela ou qu'ils le sont sur Gaza. Nous pouvons revenir sur chacun de ces points, et nous devrions le faire. Nous devrions. En réalité, le Groenland fait partie de la guerre contre la Russie en mer. Et je vois, aujourd'hui même à Moscou, une manifestation de l'idée selon laquelle la Russie doit mobiliser dès maintenant sa marine et son armée de l'air pour protéger la flotte de pétroliers battant pavillon russe, pour protéger les pétroliers russes. Cela a été exposé pour la première fois ce matin. C'est une tentative de mobiliser le capital russe, l'opinion publique russe et les médias russes autour de l'idée que la Russie doit agir de manière proactive dans l'Arctique, en Méditerranée, dans la Manche, et ainsi de suite. Alors, où se situe le Groenland dans tout cela? La réponse est que si la Russie n'agit pas de manière proactive, elle subira l'action des autres. C'est le nouveau théâtre après la fin de la guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine n'est pas près de se terminer, et nous pourrons y revenir aussi. Pourquoi la guerre en Ukraine ne se termine-t-elle pas? Sous la pression croissante sur le terrain de la campagne de guerre électrique qui coupe le courant à l'ouest de l'Ukraine, dans les centres de décision du pays.
Pourquoi les États-Unis et les Européens n'arrivent-ils pas à s'entendre précisément pour suspendre ou mettre fin à la guerre en Ukraine selon des conditions qui garantiraient une sécurité à long terme, les racines de la crise, comme les Russes les appellent? Pourquoi? J'aurais cru que c'était simple et évident, mais il faut le redire. Vous êtes en Iran. Vous comprenez? Vous avez accepté et vous affirmez publiquement que l'Iran est sous la menace permanente, à la fois d'un changement de régime interne et d'une attaque extérieure de la part des alliés. Tous les alliés. Tous, n'est-ce pas? Ce n'est pas reconnu par la Russie. Ce n'est pas reconnu par la Russie. Le Groenland n'est qu'une petite partie de tout cela. Ce n'est pas pour rabaisser les Groenlandais. C'est simplement pour dire qu'il est absurde de croire que le Danemark, l'une des forces les plus hostiles à la Russie en Europe, pourrait tirer une quelconque forme de soutien de la Russie, ou que le Danemark se séparerait des États-Unis et s'y opposerait dans la guerre à long terme contre la Russie. Si c'est leur stratégie à long terme, il ne peut y avoir aucune véritable scission, ni à propos du Groenland, ni à propos de l'Ukraine, pour l'avenir. Et cette crise du Groenland ne peut être résolue à des conditions qui profiteraient à la Russie, que ce soit sur le champ de bataille ukrainien, en mer ou dans la guerre entre les deux formes de capital. Et sur ce point, la raison pour laquelle j'ai commencé par faire référence au président Poutine en 2001, c'est que je viens de produire une analyse de ce que le président Poutine disait exactement il y a 25 ans avec George W. Bush et de ce qu'il dit aujourd'hui avec le président Trump. Et j'invite notre public à aller sur Dance with Bears et à lire exactement ce que le président Poutine disait à l'époque, puis à le comparer à ce qu'il dit aujourd'hui. Donc, pour répondre brièvement à ta question, Nima, la réponse est non, non, non. Le cas du Groenland est une exagération qui sera réglée selon des conditions anti-russes, ce qui prolongera la guerre contre la Russie en mer, sur terre, dans les airs et sur les marchés financiers mondiaux. Et dans cette guerre, Kirill Dmitriev, le pygmée, le fonds souverain de 10 milliards de dollars face au fonds de 1000 milliards, n'a aucune contribution significative, si ce n'est la reddition. Oui, John, sommes-nous plus proches de je ne sais pas, comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens, ou plus particulièrement dans celui des décideurs en Russie? Comment perçoivent-ils toutes ces discussions sans fin? Et comment évalues-tu le comportement du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov? Participe-t-il d'une manière ou d'une autre à ces négociations? Reçoit-il en coulisses tous ces messages? Ou bien Kirill Dmitriev a-t-il sa propre équipe qui fait tout le travail? Et peut-être que plus tard, le résultat sera communiqué à Lavrov. Comment évalues-tu, comment juges-tu la relation entre Kirill Dmitriev et Lavrov? Nous avons essayé de décrire cela depuis le début de l'année dernière, Nima. Et tu t'en souviens sûrement. Il y avait une hostilité ouverte entre le ministre des Affaires étrangères et Dmitriev lors de la première réunion à Riyad entre la délégation russe et la délégation américaine. Cette hostilité reflète une opinion sous-jacente selon laquelle Kirill Dmitriev ne négocie pas pour les intérêts stratégiques de la Russie. Il négocie pour les intérêts des oligarques russes, ce que le ministre des Affaires étrangères Lavrov ne dira pas, mais qui est bien exprimé à la Douma d'État et dans la presse. Ce capital que Dmitriev représente constitue une cinquième colonne à l'intérieur de la Russie, pro-américaine, cherchant un accord à n'importe quel prix pour arrêter la guerre, réduire les sanctions et permettre au capital russe de continuer à sortir du pays. C'est exactement le contraire de ce qu'un fonds souverain est censé faire.
Il existe donc des divergences de factions d'une réelle importance stratégique au sein de la structure décisionnelle russe. Disons, autour du président Poutine et du Conseil de sécurité. Et Dmitriev, au sein du Conseil de sécurité, appartient à une petite minorité. Il n'est pas minoritaire dans l'élaboration de la politique du président Poutine. Si l'on examine par exemple les contradictions que ce conflit de factions engendre, on peut les observer sur plusieurs points. Par exemple, la guerre en mer. Lors de la dernière tentative d'arraisonnement d'un pétrolier, réussie par le président Trump, qui s'était félicité que la marine russe ait pris la fuite lors de cet incident, la position du ministère des Affaires étrangères était la suivante. Il s'agit d'un acte de piraterie internationale. Nous nous y opposons et nous mettons fermement en garde les États-Unis contre cela. Aucune mesure militaire significative n'a été prise pour dissuader les États-Unis. Donc Trump a agi, unilatéralement, certes. Ensuite, la porte-parole de Lavrov, Maria Zakharova, a remercié Trump et les États-Unis d'avoir accepté de libérer les 2 ressortissants russes à bord du navire. Elle a remercié les pirates. C'est une contradiction flagrante avec la ligne politique. Le problème, c'est que depuis que Zakharova a remercié les pirates, les 2 Russes n'ont toujours pas été libérés. Ni l'un ni l'autre n'ont un nombre beaucoup plus important de membres d'équipage indiens sur ce pétrolier. En réalité, les interceptions de pétroliers se produisent désormais dans plusieurs mers, y compris l'interception allemande d'un pétrolier russe et la saisie italienne d'un cargo russe. La situation s'aggrave. Ainsi, grâce aux pirates, c'était la ligne que Zakharova a tenté de défendre il y a quelques jours, cela a échoué. Aujourd'hui, nous constatons que le ministère des Affaires étrangères essaie de durcir sa position. Mais tant qu'il n'y aura pas de composante militaire russe pour dissuader l'interception des pétroliers et des navires battant pavillon russe, rien de ce que dit le ministère des Affaires étrangères n'aura d'effet. Ce ne sont que des paroles creuses. Et vous ne pouvez pas, si vous êtes ministre des Affaires étrangères, être considéré comme crédible si vous parlez sans avoir le pouvoir de faire respecter ce que vous dites. Ainsi, lorsque la Russie et le ministère des Affaires étrangères évoquent des violations des normes internationales, mais ne font rien pour les faire respecter en mer ou ailleurs, que disent-ils vraiment? Ils disent bonjour, nous sommes un tigre de papier. Or, ce n'est pas la position militaire de la Russie en Ukraine. Mais alors le problème est le suivant. La stratégie russe consiste-t-elle à mener une guerre à la fois? Une guerre à la fois. D'abord, nous devons régler le champ de bataille ukrainien à nos conditions, puis nous pourrons négocier de meilleures conditions stratégiques en mer, de meilleures relations avec les États-Unis sur les sanctions, et ainsi de suite. Sur ces points, le ministère russe des Affaires étrangères peut être éloquent dans ses propos, mais impuissant en termes de pouvoir. Et puis le reste du monde, y compris les alliés de la Russie, les alliés des BRICS, qu'il s'agisse de l'Inde, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, du Venezuela ou de Cuba aujourd'hui, doit se demander, les assurances données par la Russie sur le papier et en public, en parole, seront-elles soutenues par une puissance militaire, le soutien nécessaire pour dissuader ou bloquer une coalition des Européens et des Américains? Cette question est posée de Cuba au Venezuela, jusqu'au Groenland, partout, y compris là où vous êtes, en Iran. J'espère donc avoir répondu à votre question. Nous n'avons pour l'instant aucune base pour comprendre comment les divergences internes à Moscou seront résolues, que ce soit selon des modalités qui permettraient, disons, de mettre fin à la guerre en Ukraine, ou selon des modalités qui suffiraient à clore l'un quelconque des autres fronts de cette guerre contre la Russie. Nous en sommes encore très loin. Ce que nous avons, c'est de l'exagération.
et nous voyons le même niveau d'exagération, d'indécision, d'hésitation et de conflit factionnel sur cette question. La Russie doit-elle accepter l'invitation du président Trump pour que M. Poutine siège au BOPE, le Conseil de la paix, afin de superviser le génocide et le transfert du territoire palestinien de Gaza sous le contrôle du capital américain, du capital israélien et de leurs alliés du Canada à l'Europe? D'un côté, M. Peskov annonce que le président Poutine est flatté, ravi d'être invité à siéger au Conseil. De l'autre, il subsiste un certain manque de clarté du côté russe, à commencer par le ministère des Affaires étrangères, quant à savoir s'il s'agit d'un conseil de pantins chargé de mettre en œuvre et d'entériner des décisions prises ailleurs. C'est principalement par l'armée israélienne et l'armée américaine à Gaza. Ce que l'on voit dans la réaction à l'invitation à Moscou est le même phénomène qu'à Minsk, en Biélorussie, car Loukachenko, le président biélorusse, a lui aussi été invité. En réalité, 50 pays ont été conviés. Alors, qui annonce avoir reçu une invitation? Eh bien, les pays qui veulent donner l'impression que Trump les respecte tellement qu'ils méritent de siéger au Conseil. Est-ce un signe de respect, comme le dit Loukachenko, comme Peskov l'a laissé entendre? Ou bien est-ce un signe d'irrespect, une invitation à jouer les marionnettes sous la houlette de Trump et du Premier ministre Netanyahou? Le camp russe n'arrive pas à avoir une vision claire et unifiée sur quelque chose comme le fait de prendre place à la table du BOPE. Il n'arrive pas à clarifier sa réponse à la prise de contrôle des pétroliers russes. Par conséquent, il ne parvient pas non plus à déterminer comment gérer la prise de contrôle du Groenland ou la menace de s'emparer d'un allié russe comme Cuba. Il n'arrive tout simplement pas à y voir clair. À la place, nous avons cette rhétorique sur les règles et les normes internationales que les États-Unis ont clairement l'intention d'imposer et qu'ils ont toujours eu l'intention d'imposer. Trump n'est que la version la plus récente et la plus explicite de la manière dont les États-Unis prévoient d'étendre leur hégémonie. Face à cela, suggérer que la Russie dirige un groupe, la Chine, l'Inde et d'autres, en faveur de la multipolarité, ce ne sont que des mots. Ce n'est pas efficace sur le terrain ni sur les marchés financiers.